Personne commence à arriver. Est-ce que tu veux commencer, Eline? Oui, très, très bien. Du coup, je pense qu'on peut commencer. Donc, déjà, je vous souhaite les bienvenus dans ce webinaire. On a prévu de présenter un nombre de productions qu'on a réalisées au sein de l'ADMA ces 2 dernières années sur le sujet de la mobilité piétonne. Donc moi, je m'appelle Hélène Lundmark et avec Léa Duvin, on va animer ce webinaire et c'est également, tous les 2 qui ont le plus, travaillé sur ces sujets-là. Bien sûr aussi avec l'appui de nos collègues. Du coup, quelques informations pratiques avant qu'on commence le webinaire. Donc, ce sera enregistré. Donc, peut-être que vous avez déjà reçu un petit message disant que le webinaire est enregistré. Et il sera ensuite diffusé sur notre chaîne YouTube. Donc, si vous voulez revenir là-dessus, ça va être disponible, j'espère, à partir de fin de cette semaine. Quelques informations pratiques pour les questions. Vous pouvez poser des questions dans le chat au fur et à mesure que vous avez des questions. On va avoir 2 temps d'échange pour qu'on puisse un peu plus de temps pour y répondre. Et s'il y a des petites questions, peut-être qu'on répond également via le chat. Hop. Voilà. Donc, déjà, pour vous qui ne connaissez pas encore l'ADMA, l'ADMA a pour objectif de faire accroître l'expertise sur la marche et du vélo en France. Donc, pour faire cela, on réalise des formations, mais aussi des contenus plutôt techniques. Et quand on s'est interrogé sur quel type de production est-ce qu'on a envie de commencer à lancer il y a 2 ans, on s'est rendu compte qu'il existait déjà pas mal de contenus sur le sujet de la planification en faveur du vélo, mais qu'il y avait un manque d'informations sur ces sujets autour de la marche. Et c'est justement pour ça qu'on s'est dit que on a l'intérêt de s'interroger sur la planification en faveur de la marche. Et c'est aussi pour ça, du coup, qu'on a lancé plusieurs productions sur le sujet. Et au sein de l'ADMA, on a toujours l'intention de à la fois, bien sûr, regarder ce qui se passe en France, mais essayer d'avoir une perspective internationale aussi, pour voir ce qui se passe ailleurs et comment on peut l'adapter à un contexte français. Donc, c'est aussi quelque chose qu'on a essayé de faire pour ces productions-là. On essaye également d'avoir un regard le plus transversal possible, où on prend en compte du coup des perspectives de différents acteurs. C'est pour ça que dans ces productions, on a échangé avec des collectivités, des associations, des bureaux d'études, etc. Du coup, aujourd'hui, on va vous présenter 4 productions. Donc, une première étude qui parle plus de la planification en faveur de la marche. Donc, c'est une étude qui est sur 24 pages. Et quand on a travaillé sur cette étude, on s'est rendu compte que la perspective de territoire peu dense se différe quand même un peu de celles de celles dans des territoires plus denses. Donc, on a réalisé aussi un petit document de 5 pages où on fait vraiment un zoom sur les particularités qu'on peut trouver dans des territoires peu denses. On a aussi une étude où on rentre plus dans les actions qu'on peut mettre en place pour favoriser la mobilité piétonne et quels sont les acteurs qui peuvent porter ces différentes actions. Et ensuite, on a réalisé un article qui va bientôt être présenté dans le revue Transport urbain, justement sur les différents acteurs qui travaillent en faveur de la marche. Donc aujourd'hui, on va rentrer plus en détail dans ces 3 productions pour lesquelles on a eu une méthodologie commune. Donc on a réalisé un nombre d'entretiens avec une variété des acteurs. Donc déjà, on a interrogé des collectivités, à la fois en France, mais aussi à l'étranger. On a échangé avec des acteurs, des associations qui travaillent depuis longtemps sur le sujet de la marche en France, donc Rue de l'Avenir, mais aussi la Fédération française de la randonnée. On a également échangé avec des bureaux d'études et le CEREMA. Et une des limites qu'on a rencontrées lors de ces travaux, c'était que c'était difficile à identifier des territoires, soit des villes de plus petite taille ou des territoires peu denses qui travaillent sur le sujet de la mobilité piétonne. Donc, bah, les 2 grandes études, ils ont un focus qui est plus du coup sur les métropoles. Mais on vous incite, si peut-être vous travaillez sur ces sujets, vous connaissez des exemples de territoires peu denses, n'hésitez pas à nous le communiquer parce que ce sont vraiment des sujets qu'on souhaite aussi interroger plus dans le futur.
Et du coup, comme je disais, on a réalisé des entretiens avec ces différents acteurs. Et ensuite, on a du coup écrit les études et qui ont également été relues par les personnes avec qui on a échangé. On va passer du cœur du sujet et commencer la présentation de première étude. Donc, je te passe la parole, Léa, pour que tu puisses présenter l'étude planifiée en faveur de la marche. Merci beaucoup. Bonjour, rebonjour à toutes et à tous. Avant de vous présenter l'étude, je vous propose de vous présenter peut-être un peu notre site pour que vous puissiez retrouver tous nos contenus au fil de l'eau. Donc notre site, vous le connaissez probablement, c'est mobilité-active.fr. Donc là, je suis sur la page de garde. Et donc vous pouvez retrouver à la fois donc, nos formations sur cet onglet-là. Donc c'est organisé en différents onglets. Sur cet onglet, vous pouvez retrouver nos formations, mais vous pouvez aussi retrouver un certain nombre de nos contenus. Donc avec ces onglets approfondir, découvrir, ainsi que un agenda et le blog sur lequel on rédige régulièrement des articles via l'onglet Actualité. Et donc, les contenus qu'on va vous proposer aujourd'hui, vous pouvez les retrouver en cliquant sur l'onglet Approfondir, donc avec les fiches thématiques et les études techniques. Vous avez à chaque fois, si je clique par exemple sur études techniques, vous pouvez venir rechercher là, par exemple, l'étude que je vais vous présenter en cherchant dans cette petite barre de recherche. Voilà, là, par exemple, vous pouvez cliquer sur ce bouton et venir télécharger l'étude que je vais vous présenter. Et vous pouvez aussi, dans l'onglet Découvrir, retrouver les différentes vidéos qu'on a pu produire et puis les webinaires, dont ce webinaire-ci, que vous retrouverez à la fois sur cette page et sur notre chaîne YouTube, comme l'a dit Élie. Je vais maintenant pouvoir vous présenter l'étude. Je vais juste changer donc de projection d'écran. Pour vous présenter le PowerPoint. Alors, la première étude que je vais vous présenter, donc, Éline, n'hésite pas bien sûr à me dire si ça ne fonctionne pas, mais j'ai l'impression que ça fonctionne. La Ça première fonctionne étude très que je bien. vais vous... Génial, merci beaucoup. La première étude que je vais vous présenter, elle s'intitule Planifier en faveur de la marche. C'est une étude qui fait 24 pages, donc c'est un document assez robuste, mais je vais essayer de vous présenter un peu là les quelques conclusions. Et puis on a essayé de l'organiser de manière la plus lisible possible pour que vous puissiez aussi retrouver des exemples, des inspirations, des enseignements. Le périmètre de cette étude, c'est les documents et les démarches de planification en faveur d'une part de la marche, mais aussi plus largement des mobilités, et plus spécifiquement lorsque ces documents existent, des mobilités actives, donc des schémas directeurs des modes actifs, par exemple, qui incluent donc la marche, mais aussi le vélo. Et on s'est également intéressé à certains documents de planification plus génériques qui pourraient avoir trait à la marche, donc à la fois les documents obligatoires du type le plan local d'urbanisme, ou le plan de mobilité, mais aussi des documents non obligatoires que les collectivités décident de mettre en place, comme des plans en faveur des espaces publics, de la culture, de la lumière, des espaces verts, puisque l'un des enseignements de notre série d'études, c'est vraiment que la marche est un sujet très transverse à l'échelle des collectivités elles-mêmes. Les trois objectifs de cette étude en préalable, c'était vraiment de comprendre comment la marche est intégrée dans les différents documents de planification en France, mais aussi à l'échelle européenne. D'analyser bien sûr les objectifs des démarches de planification, à quel niveau est-ce que ces objectifs se situent, est-ce que c'est des objectifs au niveau du terrain, est-ce que peut-être ce seraient des objectifs plus internes aussi d'organisation. Et enfin, le troisième objectif, c'est vraiment de venir identifier des conditions nécessaires au succès de la démarche. On a pu en identifier quelques-unes, comme je vais vous en parler. On ne pourra pas faire un tour complet de comment faire une démarche réussie. Bien sûr, l'étude n'a pas vocation, en tout cas n'a pas cette prétention-là, mais elle propose des pistes de réponse de quels éléments et quelles ressources peuvent être prévues pour que la démarche fonctionne, et notamment des ressources humaines et des ressources financières.
Alors, l'étude s'organise en 3 parties qui sont articulées avec les 3 objectifs principaux qu'on a identifiés. Le principal objectif, c'est bien sûr le plus concret, c'est d'augmenter la qualité d'usage de la marche pour répondre aux besoins des différents usagers de l'espace public et donc des différents usagers piétons. Mais il s'agit également là de rééquilibrer les budgets, en fait. C'est-à-dire, une fois qu'on se questionne sur les besoins usagers, on vient se questionner sur comment on rééquilibre les budgets et les politiques publiques en fonction des différents modes, alors que la voiture a, comme on le sait, longtemps été au centre de la planification. L'idée, là, avec ces démarches-là, c'est vraiment de venir remettre les piétons et leurs besoins au centre. Et en matière d'action, c'est des plans qui souvent sont axés sur des démarches très, très concrètes. On peut penser notamment aux plans de Lyon, de Bordeaux ou de Gand, qui sont très récents puisqu'ils sont parus en 2022, 2021 ou 2022 selon les cas. Mais ils ont la particularité d'être très synthétiques, c'est-à-dire que c'est des documents qui ont pour objectif de flécher des financements directement sur des actions qui améliorent la qualité de vie des piétons. Par exemple, pour le plan mis en place par la métropole de Lyon, la métropole est venue flécher un budget de 15 millions d'euros sur le mandat actuel, donc 2020-2026, pour l'entretien des trottoirs, un peu en regard de ce qui pourrait se faire sur l'entretien des chaussées. Donc l'idée avec ce premier objectif, c'est vraiment de venir flécher des actions très concrètes d'amélioration directe de la qualité d'usage pour les usagers. Un deuxième niveau d'objectif qu'on a pu assurer, il est peut-être un peu moins concret, mais c'est un objectif qui est aussi beaucoup ressorti, c'est de visibiliser la marche en interne et de créer une forme de transversalité pour fédérer à la fois en interne de la collectivité qui met en place ce plan, mais aussi localement les acteurs qui gravitent et agissent en faveur de l'amélioration de la qualité de la marche et des espaces publics. Ici, on vient parler donc, bien sûr des plans spécifiques, mais aussi plus globalement de tous les autres plans que j'ai pu évoquer plus tôt, donc les plans obligatoires, les plans de mobilité, le PCAET, le plan climat lorsqu'il existe, le plan local d'urbanisme, mais aussi de plans non obligatoires qui sont donc à la discrétion de la collectivité, que ce soit des plans de végétalisation, des plans d'éclairage. Et donc là, on vient se questionner sur la qualité de la marche quand on se questionne sur l'amélioration de l'éclairage. C'est assez spécifiquement des choses qui ont aussi un impact sur l'amélioration de la qualité de la marche au quotidien. On vous a mis un exemple à droite sur une bonne pratique qu'on a pu identifier. Donc, je parlais plutôt de ressources humaines. On a pu identifier dans certaines collectivités, et notamment par exemple à Bruxelles, de longue date, Bruxelles a mis en place un poste de manager piéton qui était en charge de coordonner toutes les actions de la collectivité en faveur de la marche, donc vraiment de flécher cette personne, d'identifier sur sa fiche de poste qu'elle devait coordonner ces actions-là. Et d'être aussi, enfin cette personne était aussi un expert du sujet à disposition de ses collègues, ce qui a permis donc, comme la marche est un sujet parfois assez complexe pour les services, donc ils ont un peu du mal à se saisir, cette personne était à disposition de ses collègues pour pouvoir les outiller sur le sujet. Et enfin, un troisième niveau d'objectif qu'on a pu identifier, c'est vraiment au-delà du territoire lui-même, mettre en place un document de planification permet de faire de la marche un sujet politique, de montrer que la collectivité s'engage sur ce sujet-là. Donc, à destination, bien sûr, de tous les usagers à l'échelle locale, à destination des usagers à l'échelle nationale eux-mêmes et des territoires eux-mêmes pour se montrer qu'on s'engage en faveur de la marche. Pour ce faire, dans certains de nos entretiens, est ressortie l'idée que valoriser les actions en faveur de la marche, même ce qui peut apparaître comme des petites actions, peut être finalement un outil important pour visibiliser ce qui se fait, avec l'idée notamment d'inaugurer une rue aux écoles ou un passage piéton qui aurait été créé pour faire prendre conscience vraiment de l'aspect fondamental de la marche, un peu cette notion de mettre en scène finalement dans l'espace public sa politique publique, alors que par exemple, on peut voir que des tronçons de voies cyclables peuvent être inaugurés pour visibiliser l'action des collectivités en faveur du vélo, ce qu'on a vu dans les années récentes. C'est des choses qui sont assez peu faites et c'est ressorti dans nos entretiens que ça pourrait être une piste intéressante pour venir visibiliser vraiment ce qui se fait.
Voilà pour cette étude. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail. N'hésitez pas, bien sûr, si vous avez des questions, à les poser dans le chat. Et puis, on y reviendra dans la suite. Mais si vous avez, voilà, si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite évidemment à la lire. Et au cours de la rédaction de cette étude, on s'est rendu compte que c'était assez difficile d'avoir des contacts spécifiques et des exemples dans des territoires moins denses. On a eu des territoires assez intéressants dans des territoires qui étaient très denses. J'ai cité Lyon, Bordeaux, Gand. Mais on a eu du mal à trouver vraiment des démarches et on a constaté que c'était assez spécifique dans le cas des territoires peu denses. Donc, on a voulu compléter cette démarche, cette production-là avec une fiche spécifique sur le sujet des territoires peu denses. Donc, c'est une fiche qui est beaucoup plus courte, elle fait 5 pages. Et on a pu tirer un certain nombre de conclusions dans cette parution. Dans cette fiche-là, le constat qu'on fait, c'est un peu des constats qui sont, enfin, en tout cas, qui vont dans le même sens, bien sûr, que les constats qu'on a pu faire dans des territoires plus denses. Mais on a identifié 3 leviers d'action qui pourraient faire de la marche un sujet prioritaire pour ces territoires-là. Ce qu'on a pu faire en préalable, comme constat, c'est que la marche n'est pas un sujet prioritaire de ces territoires et que lorsqu'elle fait l'objet d'une politique publique, elle est souvent traitée avec le vélo. La problématique étant que quand la marche est traitée avec le vélo, finalement, le vélo peut prendre le pas et vraiment venir concentrer tous les financements, toutes les actions et puis bien sûr les ressources humaines aussi. Donc l'étude soulève un certain nombre d'actions possibles pour valoriser la marche dans ces territoires de façon spécifique. La première idée, c'est l'idée que la marche est un levier important dans ces territoires pour assurer une vie des courtes distances. On sait dans les statistiques, alors on ne vous a pas remis de statistiques, mais on sait que les territoires ruraux ne sont pas ceux où on marche le moins. Ceux où on marche le moins, c'est les territoires périurbains. Et dans les territoires ruraux, là où souvent il reste une vie de bourg, une vie locale, on marche plus. Et donc, ça peut être une opportunité intéressante de visibiliser la vie des courtes distances qui existe déjà dans ces territoires et de venir la favoriser avec un plan en faveur de la marche. Le deuxième levier, c'est de répondre à des caractéristiques particulières de ces territoires. On peut penser, comme pour le cas des villes cyclables, ou certaines villes touristiques, notamment c'est assez intéressant de regarder dans le baromètre des villes cyclables de la FUB, que certaines villes touristiques ressortent beaucoup dans ce baromètre-là. On peut voir que la marche est un levier important dans les territoires assez touristiques. Alors là, on vous a mis l'exemple de Bidart, qui est une commune littorale, donc assez touristique, et qui a mis en place un métro Minuto, comme sur l'exemple de Pontevedra en Espagne. Donc une cartographie piétonne avec le temps de trajet indiqué pour chaque trajet, des grands itinéraires identifiés. Donc ça, c'est un levier qu'on a pu identifier. Le deuxième levier, c'est celui du vieillissement de la population, puisque les territoires ruraux sont souvent encore plus concernés que les autres territoires par le vieillissement des populations lorsqu'ils sont majoritairement peu dynamiques. Et comme on sait que les personnes âgées sont parmi les territoires qui marchent le plus, rendre son territoire plus marchable avec un focus important sur l'accessibilité apparaît assez pertinent, particulièrement dans le cas des bourgs, puisque la marche permet de lutter activement contre la sédentarité, l'isolement, et donc de rendre les territoires plus accessibles permet de minimiser à la fois la sédentarité et l'isolement des personnes, notamment avec, et puis d'être un vrai enjeu de santé publique, notamment avec le phénomène de chute dans l'espace public, qui peuvent être impliqués, enfin qui peuvent être occasionnés notamment avec des infrastructures qui ne seraient pas larges ou qui ne seraient pas entretenues. Donc venir agir sur localement le sujet de la marche avec l'entrée et accessibilité peut être un vrai levier pour améliorer la qualité de vie dans ces territoires avec des infrastructures piétonnes larges, le fait d'entretenir les infrastructures piétonnes et puis de créer des carrefours sécurisants pour permettre de minimiser ces phénomènes-là.
Euh, et enfin, le troisième levier, c'est celui de l'expérimentation, parce que ce qu'on a pu observer au cours des entretiens, c'est que le manque de ressources financières et humaines est souvent évoqué par ces territoires comme une difficulté d'action, encore plus que dans les territoires urbains, puisque de fait, ces territoires sont souvent beaucoup moins dotés. Euh, et donc ici, l'expérimentation peut permettre d'agir à moindre coût, de tester des choses, de fonctionner par itération pour améliorer les conditions de marchabilité sur leur territoire. On a eu du mal à identifier certains exemples d'expérimentation sur ces territoires, mais ce qu'on a pu identifier, c'est que ça pouvait être vraiment un levier de venir tester des choses et évaluer, voir si ça fonctionne et se faire à moindre coût. Et pour conclure sur cette étude, je vais vous présenter rapidement un petit exemple qu'on a pu développer. C'est l'exemple de la communauté de communes Estuaire et Sillon, qui est située dans le département de la Loire-Atlantique. Elle a élaboré un schéma directeur des modes actifs. Au cours de l'élaboration de ce schéma, il est apparu que la marche était un vrai sujet d'avenir et qu'il était important de créer des focus spécifiques à l'échelle du schéma directeur sur la marche. Donc, le plan fait figurer plusieurs choses. Il y a à la fois une analyse de la marchabilité potentielle à l'échelle du territoire, et puis, pour chacune des communes qui composent ce territoire, une analyse des liaisons piétonnes prioritaires à créer à l'échelle de chaque commune. On a mis ici un exemple, donc l'exemple de la commune de Cambon, qui est située donc dans ce territoire. Et ce qu'on peut voir, c'est que il y a eu alors ça c'est qualifié dans le plan de plan piéton, mais en tout cas une analyse sur site de la zone potentielle de marche, du périmètre de marche prioritaire, et puis des liaisons potentielles qu'on pourrait créer en fonction des pôles générateurs de mobilité. Donc vraiment ici, l'idée c'est de faire un diagnostic de ce qui pourrait, de ce qui existe et de ce qui pourrait être fait. La particularité de ces plans-là, c'est qu'ils ont été soumis aux communes, mais ils ne sont, voilà, il n'y a pas eu de plan d'action. Aucune action n'a été inscrite dans le plan directeur. Donc les plans ont simplement pour vocation de donner des outils de diagnostic aux communes et celles qui le souhaiteraient pourraient alors élaborer des plans d'action et les mettre en œuvre. Voilà pour la présentation de cette étude et de cette fiche. Je ne sais pas si vous avez des questions. Eline, est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Euh, oui, il y a eu une question dans le Ouais. chat sur l'envoi de liens vers ces études pour le téléchargement. Et je vous ai mis le lien vers notre site dans le chat parce qu'on a en ce moment un problème, donc on ne peut pas envoyer le lien spécifique. Donc il faut aller sur le site et après, du coup, faire l'itinéraire qu'elle a montré tout à l'heure, Léa, où on aille sur l'approfondissement. Et comme ça, vous pouvez trouver toutes les études pour les télécharger. Sinon, je ne sais pas s'il y a d'autres questions par rapport à première et deuxième études qui ont été présentées. Je n'ai pas vu de questions dans le chat. Ça marche. Merci, Eline. Si vous n'avez pas de questions, peut-être est-ce qu'il y en a parmi vous qui vivent dans un territoire engagé en faveur de la marche? Voilà, n'hésitez pas à nous partager également vos expériences. C'est assez précieux pour nous pour venir enrichir un peu nos travaux et toujours enrichir au long cours les formations qui sont données dans le cadre de l'ADMA. Puis peut-être aussi, enfin, voilà, si vous avez une stratégie, si vous avez eu envie d'en mettre une en place, comment la mise en place s'est passée sur le territoire. Si vous n'en avez pas, pourquoi est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'il y a des raisons spécifiques? Puisque j'imagine que si vous êtes à ce webinaire, c'est que le sujet vous intéresse. Donc voilà, est-ce qu'il y a des raisons spécifiques pour lesquelles ça a été difficile? Et puis, est-ce que vous voyez aussi d'autres objectifs au fait de développer une stratégie en faveur de la marche sur votre territoire, des objectifs qui pourraient être spécifiques à des contextes territoriaux qui ne seraient pas celui du tourisme ou du vieillissement de la population? Je ne sais pas si tu as vu, Léa, mais il y a plusieurs réponses qui commencent à venir dans le chat. Je vais arrêter le partage d'écran comme ça, je pourrais voir. Merci.
On a effectivement Nils Knapziller, j'espère que je n'écorche pas votre nom, qui dit: Le Gérontopole des Pays de la Loire est en cours de réalisation d'une recherche-action sur les modes actifs des aînés dans 3 territoires, Angers, Pornic et le pays de Craon. Effectivement, ça peut être très intéressant. C'est vrai que c'est un sujet, enfin, on n'a peut-être pas identifié cet acteur-là, mais merci beaucoup. Enfin, je ne sais pas si Eline, tu seras intéressée par la suite pour poursuivre sur ce sujet-là, mais effectivement, c'est très intéressant. Je note votre contact et quand on commence à s'interroger un peu plus, je vais essayer de revenir vers vous. On a également Nicolas Bourget qui dit: Attention dans le traitement des secteurs prioritaires pour déployer la marque, les centres bourses regroupent déjà les services et petits commerces. Le risque est donc de mobiliser des budgets sur des acteurs déjà attrayants plutôt que de les déployer dans les secteurs habités où la marche vers le centre est souvent plus périlleuse. Oui, c'est effectivement localement en fonction du contexte local. Alors il y a des bourgs où il y a déjà des services et ils sont très actifs, mais il y a potentiellement quand même des gros problèmes d'accessibilité qui compliquent la marche. Mais effectivement, je pense que c'est pas forcément généralisable. C'est intéressant de regarder vraiment localement, mais le risque est effectivement de mobiliser les budgets sur des centres qui sont déjà attrayants, potentiellement touristiques, plutôt que de les déployer dans des secteurs habités à destination des personnes qui résident toute l'année et qui sont beaucoup plus contraintes dans leur mobilité, c'est sûr. On a également Omar de Mobilis également qui demande: y a-t-il des préconisations spécifiques pour les communes rurales en ce qui concerne les stationnements gênants et les trottoirs étroits? Alors, je sais pas à quel type de préconisation spécifique vous pouvez penser. C'est pas forcément des études qui mettent un focus sur la question des infrastructures. Mais effectivement, la question des trottoirs et toits, des stationnements gênants, c'est un sujet. Je ne sais pas, Eline, si tu as des éléments de réponse là-dessus. Moi, je ne connais pas s'il y a des préconisations spécifiques aux territoires ruraux. Après, on a la préconisation de respecter les 1,40 m pour l'approche accessibilité. Donc, je ne sais pas s'il y a des autres. Si quelqu'un d'autre qui participe dans ce webinaire connaît d'autres préconisations, n'hésite pas de le mettre dans le chat. Après, je sais que, je ne sais pas s'il y a, c'est pas une préconisation, mais je sais que la ville de Vitré ont beaucoup travaillé. Donc, Vitré, c'est pas très loin de Rennes. Ils ont beaucoup travaillé sur la sensibilisation et la communication, la concertation plutôt, de ses habitants pour justement faire en sorte que les voitures ne se stationnent pas sur les trottoirs. Et l'année dernière, ils ont également reçu le prix, elle est dans le talent de la marche aussi pour cette action-là. Donc, c'est pas une préconisation, mais peut-être on peut s'inspirer du travail qu'eux, ils ont réalisé. Oui, tout à fait. Après, c'est super difficile de trouver des exemples dans les territoires ruraux spécifiquement. Donc, l'ADMA, je pense, va se pencher dans ses prochains travaux peut-être sur ce questionnement-là. C'est un sujet qui revient beaucoup, mais c'est de fait difficile de trouver vraiment des actions qui auraient été mises en place dans les territoires ruraux. Euh, il y a Eugénie qui dit que dans sa commune à Rodez, dans l'Aveyron, il n'y a pas de plan marche, mais la marche représente 20% de la part modale dans les liaisons domicile-travail, ce qui est effectivement une part importante. Et donc, Eugénie, vous êtes dans une asso pro-vélo et vous pensez vous diversifier en vous devenant aussi pro-marche. Alors, c'est une dynamique assez récente qu'on observe, mais il y a de plus en plus d'associations pro-vélo, effectivement, qui se tournent également vers la marche. C'est... Enfin, à nous, on pense en effet qu'il y a des vraies convergences, donc c'est super si vous réussissez à faire ça localement et s'il y a une volonté d'agir en faveur de la marche aussi. Sébastien Guillon qui demande: est-ce qu'un diagnostic de l'accessibilité piétonne suffit pour inciter les seniors ou autres personnes à mobilité réduite à davantage sortir, et quelles actions pourraient donner envie ou inciter à davantage marcher?
Alors, je pense pas qu'un diagnostic sur l'accessibilité piétonne suffise pour inciter les seniors à davantage sortir. Au-delà d'un diagnostic, évidemment, peut-être la mise en œuvre d'une meilleure accessibilité peut aider. Après, nous, on a fait une petite vidéo à l'ADMA sur le sujet. Alors, c'est une vidéo assez courte, hein, mais sur le sujet des personnes âgées et vieillissantes. Ce qu'on constate, c'est vraiment que l'espace public est encore moins fait pour elles que pour d'autres catégories de la population, notamment sur la question de leur vitesse de marche réduite, qui est assez peu prise en compte dans la planification, dans la programmation des carrefours et des carrefours à feu. Et après, quelles actions peuvent donner envie ou inciter à davantage marcher? Bah, je pense qu'on peut se questionner aussi plus globalement sur, au-delà de l'accessibilité, la question aussi des espaces de pause, vraiment la question des assises. Il y a beaucoup de collectivités qui ont fait des choses sur des assises régulières, à la fois dans des espaces, donc des placettes, des places, mais aussi vraiment des assises régulières. Je crois que la préconisation, c'est 200 mètres entre chaque assise pour, euh, pour permettre à ces personnes qui ont besoin de faire des pauses dans leur déplacement de faire des pauses. Et ce qu'on peut constater aussi, c'est qu'il y a un certain nombre de personnes âgées qui vraiment appréhendent le fait de sortir parce qu'elles savent qu'elles ne pourront pas s'asseoir et que c'est un vrai frein à la mobilité. Donc, je pense on peut penser à ça. On peut aussi, bien sûr, penser au fait de favoriser des places qui soient des lieux de vie, des lieux de sociabilité, avec de la végétalisation. Enfin, il peut y avoir voilà, toute une réflexion comme ça pour améliorer vraiment la qualité de vie dans l'espace public, au-delà de l'accessibilité elle-même, et pour inciter ces personnes à venir et à rester aussi dans l'espace public. Je sais pas, Eline, si tu as d'autres actions en tête sur ce sujet. Ah, Eline? Plus important pour les seniors. La question, oui, Pardon, non, ça, je sais pas vous si c'est de m'entendez mon pas? côté, mais ça a bugué, je ne sais pas si c'est de mon côté ou si D'accord. c'était pour tout le monde. Je sais pas de tout, mais je répète ce qu'elle vient de dire. Je disais seulement que dans le chat, j'ai vu qu'il y a plusieurs personnes qui parlent aussi de l'importance de l'ombre et que ça, c'est quelque chose qui peut être encore plus important pour des publics, des personnes âgées, mais aussi des enfants. Donc, je pense que la réflexion de la végétalisation de nos villes, ça devient encore plus important. Je pensais aussi, peut-être vous le connaissez déjà, mais les commissions communales pour l'accessibilité, qui est quand même quelque chose qui est incité à lors de la mise en place d'une PAV. Je le mets aussi le lien dans le chat. Donc ça, c'est vraiment comment dire, l'obligation des collectivités de mettre en place des réflexions autour de l'accessibilité et comment on peut du coup intégrer aussi bien des personnes âgées, personnes à situation de mobilité réduite, mais aussi tous les usagers qui sont intéressés par ces sujets-là. Je vois aussi la question des toilettes publiques. Je pense que ça, c'est forcément que pour les seniors, mais pour tout le monde, c'est pour compter public. Oui, tout à fait. Je pense aussi, nous, tu en as parlé un tout petit peu de la question de sécurité routière. Et ce qu'on a vu dans certaines villes, c'est justement qu'ils essayent de placer les assises aussi en lien avec les traversées qui peuvent être plus importantes, plus longues, pour qu'on puisse justement se reposer avant ou après la traversée. Encore plus important de raccourcir la traversée, avoir des îlots pour qu'on puisse justement aussi peut-être faire une pause au milieu de traversée, etc. Mais même du coup avant ou après. Oui, toujours sur la question de l'accessibilité, je vois que quelqu'un, Nils Knabwiller, vous mentionnez le fait que les déambulateurs sont lestés vers l'avant, donc certains bateaux qui sont adaptés pour des poussettes et des fauteuils roulants ne le sont pas pour un déambulateur. Et alors ça, je ne savais pas, mais enfin, c'est vrai que l'accessibilité, c'est un sujet assez complexe. Et pour avoir une accessibilité la plus universelle possible, c'est vraiment assez un travail de fond vraiment important. Mais c'est super, enfin, c'est vraiment fondamental, quoi. Ensuite, Abel Guggenheim demande si on peut joindre une copie de la conversation au compte-rendu du webinaire. Alors, je ne sais pas comment on pourra faire
techniquement, Eline, mais je pense qu'on pourra, voilà, on peut essayer de faire ça. Je sais pas si c'est possible de l'extraire aussi facilement. Mais... Oui, je peux essayer. En tout cas, je pourrais compiler un mail suite à l'échange avec peut-être les liens ou s'il y a des ressources. Après, je ne sais pas exactement. Peut-être si vous avez mis votre email, vous êtes intéressé par l'email de l'un l'autre, n'hésitez pas de le copier de chat. Mais ce que je peux faire, c'est s'il y a des liens qui sont envoyés ou des noms, vu qu'il y a des noms de lecture, etc., ça, je pourrais envoyer suite au webinaire. Ensuite, quelqu'un mentionne la question de la concertation au sens large, donc tu as mentionné la question l'existence des commissions communales d'accessibilité. Mais oui, la concertation au sens large, c'est assez important, ne serait-ce que pour recueillir en fait les avis, et notamment sur le cas voilà, des personnes âgées, mais on peut sur tout un tas d'autres publics dont on n'a pas forcément d'éléments sur leurs besoins. C'est très important et aussi d'essayer d'avoir une concertation la plus diversifiée possible dans les personnes qui participent. C'est très important. Par exemple, la métropole de Lyon a associé. Donc, la métropole de Lyon, elle a les compétences du département sur son territoire. Donc, elle a un accès relativement facilité aux assistants et aux assistantes maternelles. Et elle a associé dans un certain nombre de concertations ces personnes-là pour voir aussi quelles sont les contraintes spécifiques au fait de se déplacer avec une poussette très large ou très longue, avec plusieurs enfants en bas âge. Donc, vraiment, je trouve que c'est un exemple intéressant pour montrer aussi que c'est super important de se questionner vraiment sur divers usages auxquels on pense peu, parce que c'est des personnes qu'on retrouve assez peu dans les concertations. Ensuite, Eugénie, vous demandez quel est l'impact du relief sur la marche. Est-ce qu'il y a des études sur le sujet? Alors, je ne sais pas s'il y a des études sur le sujet. Non. Probablement, mais c'est pas forcément quelque chose qu'on a pu... Ouais, moi, je connais pas. Mais si quelqu'un d'autre connaît, n'hésite pas de le mettre dans le chat. Comme ça, je peux le transmettre suite de ce webinaire. Après, je ne sais pas exactement ce que Après, vous entendez. Pardon. Zélia. Je ne sais pas exactement ce que vous entendez par le relief, mais on a des exemples notamment assez intéressants à Lausanne. Enfin, je pense que Lausanne, c'est un exemple assez intéressant parce qu'ils sont... La pratique de la marche y est très importante. Et ils ont aussi développé, enfin, ils sont aussi beaucoup adaptés. Ils ont développé une gamme de bancs. Ils ont adapté les bancs pour qu'ils soient adaptés au relief. Ils les ont fait plus petits. Ils ont développé un système de cale. Donc, c'est une ville qui est assez inspirante sur le sujet. Je ne sais pas si vous pensez à ce type de relief-là. Donc, n'hésitez pas éventuellement à détailler. Je ne sais pas, Hélène, ce que tu voulais dire. Moi, j'allais dire aussi, quand nous, on a visité certaines villes en Espagne, il y avait pas mal d'ascenseurs dans l'espace public, dans des villes qui avaient une relief importante. Euh, et du coup, cela, c'est vraiment pour inciter aussi les personnes âgées de marcher. Et là où la pente peut être encore plus importante, plus euh, fatigant quand il fait chaud, la ville qu'on a visitée, effectivement. Mais c'est vraiment une action pour améliorer du coup la marchabilité dans des territoires aussi qui sont plutôt vallonnés, quoi. Alors, je vois qu'on a encore plein de réactions dans le chat. Ouais, Merci beaucoup pour toutes vos réactions. On a encore des choses sur l'action des aînés, sur l'apaisement de la circulation comme un levier très important pour rendre la marche plus sûre, agréable et rapide. C'est sûr que c'est un vrai levier. Euh, On a aussi Julien Ebulis qui nous dit en milieu rural, la problématique vient aussi du fait que la marche n'est pas perçue comme un mode de déplacement en soi. Ça, c'est vrai. C'est vrai dans tous les territoires, mais plus encore dans le rural. Vous avez tout à fait raison. Et Jean Labbé qui nous dit pour éluder la question des bateaux, déambulateurs, fauteuils, vivent les trottoirs traversants. Euh, merci beaucoup en tout cas pour vos retours et aussi des retours sur le relief. Alors, je pense qu'on va devoir avancer pour respecter le timing et vous présenter un peu toutes nos études, mais vraiment merci beaucoup pour vos retours. On va noter tout ça et puis n'hésitez pas à continuer à réagir. Eline va vous présenter, je pense,
Je te laisse la parole, Lynn, pour présenter la deuxième étude qu'on voulait vous présenter ce matin. Eh bien, merci beaucoup Léa et merci encore une fois pour tout le message dans le chat. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, ça fonctionne. Et c'est bon pour toi? Ok, très très bien. Donc, dans la première étude, on a plus parlé de la planification en faveur de la marche et là, on va plus s'intéresser aux actions qu'on peut mettre en place pour favoriser la marche ou pour développer une politique marchable. Donc, l'ambition dans cette étude, c'était vraiment de présenter un panorama des actions qui peuvent être mises en place, qui sont plus ou moins lourdes, plus ou moins coûteuses, qui ont plus ou moins de temps, et qui peuvent être mises en place par une diversité des acteurs. On a voulu s'inspirer des territoires qui ont déjà mené des actions en faveur de la mobilité piétonne, à la fois pour pouvoir identifier ce qui a bien fonctionné, le transmettre pour justement apprendre du coup de ces actions, mais également identifier les points de vigilance euh, qui du coup peut et qui est souvent le suite de la mise en place des différents projets. Donc pour faire cela, quand on a interrogé les différents acteurs, on a posé la question, quelles sont les 3 actions, selon vous, les plus importantes pour développer la mobilité piétonne? Et suite du coup des échanges, on a pu identifier 4 grandes thématiques dans lesquelles on a pu catégoriser du coup les différentes actions à identifier. Donc, vous voyez sur l'écran, du coup, ces 4 grandes thématiques identifiées. Et l'étude est vraiment articulée autour de ces 4 thématiques. Donc, le premier qui est en haut, c'est les actions ponctuelles pour initier une démarche en faveur de la marche. Donc, c'est plutôt des petites actions qui sont faciles, plus rapides à mettre en place. Une deuxième, ou le deuxième thématique, c'est une réflexion pour aller plus loin. Donc là, c'est vraiment pour aller encore plus loin dans la démarche pour favoriser la mobilité piétonne. Donc, ce sont des actions qui peuvent demander plus de temps, un soutien politique plus important, qui demandent aussi peut-être une stratégie plus globale sur son territoire. Le troisième, c'est la communication et la pédagogie pour favoriser la marche. Et le quatrième, c'est comment développer une expertise sur la marche. Donc, aujourd'hui, on va vous présenter les thématiques plus en détail et une ou deux actions qui sont présentées dans l'étude. Mais comme Léa disait tout à l'heure, on ne va pas non plus avoir le temps de tout présenter. Donc, n'hésite pas non plus de regarder les études suite à ces webinaires. Donc, cette première thématique, comme je disais, c'est vraiment de présenter les actions qui montrent qu'il y a un intérêt d'agir ponctuellement pour favoriser la mobilité piétonne. Donc, ce sont des actions qui peuvent être réalisées indépendamment des autres actions, qui ne demandent pas forcément beaucoup de temps ni d'argent. Et pour montrer qu'on n'a pas forcément besoin de commencer par développer une stratégie, ça peut aussi venir par la suite. Donc, on peut aussi commencer par des petites actions. Donc, la première action qu'on a pu identifier, c'est comment travailler sur le réseau plutôt local pour les piétons, pour justement rajouter des raccourcis piétons ou améliorer la qualité des raccourcis piétons. Et du coup, comment est-ce qu'on peut travailler autour des lignes de désir, rendre ces lignes, ces itinéraires qui sont utilisés pour les piétons plus lisibles, plus qualitatifs, plus sécurisants. Donc, ce sont des petites actions qui ne coûtent pas forcément beaucoup d'argent, mais qui peuvent vraiment rendre les réseaux locaux du coup plus qualitatifs. Deuxième, sur la piétonisation temporaire. Je vais rentrer un peu plus en détail tout à l'heure. Troisième, c'est comment est-ce qu'on peut identifier, prioriser, organiser les points à traiter. Donc ça, c'est peut-être encore plus important quand on est dans le territoire où on a peu de moyens, déjà budgétaires, mais aussi peu de moyens humains. Donc il faut vraiment se focaliser sur les actions qui sont les plus efficaces pour développer la mobilité piétonne. Et un quatrième, c'est comment renforcer la complémentarité piéton-cycliste. Je pense que là, c'est vraiment dans l'idée aussi d'essayer d'éviter les conflits entre piétons et cyclistes et plutôt travailler sur la complémentarité. Donc, pour la piétonisation temporaire, déjà, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est quand on piétonise une rue pendant un moment défini, donc temporairement. Donc, ça peut être pendant un moment de la journée, comme pour les rues scolaires. Ça peut être pendant une
de la semaine, mais aussi quelques mois. Donc ici, on a l'exemple de la ville de Stockholm qui a développé un projet qui s'appelle Sommargågator. Donc c'est rue d'été en français. Et c'est vraiment l'opportunité d'animer une rue ou un endroit pour montrer le potentiel avec cet espace qui est habituellement utilisé par la circulation motorisée. Donc la ville de Stockholm a commencé avec ces projets en 2015. Et du coup, les rues d'été sur Marco-Cartour sont piétonnisées quelques mois l'été, donc entre avril et septembre. Et pendant ces mois-là, ils sont des installations végétalisées, ils sont mis en place des bancs. Ils travaillent beaucoup aussi avec leur service service de culture pour justement animer ces espaces-là avec des expositions, des concerts, etc. Et l'objectif, c'est vraiment de rendre la ville plus agréable beaucoup pour les habitants qui restent en ville les mois d'été, mais aussi bien sûr de rendre Stockholm une ville encore plus attractive pour les touristes. Donc c'est à la fois du coup pour les habitants, mais aussi pour les touristes. Euh, et aussi quelque chose qui peut être intéressant. Donc là, vous voyez une image de la ville de Stockholm l'été. Donc une rue piétonnisée. Je ne sais pas si vous connaissez le pays nordique. Et moi, je suis suédoise et du coup, les hivers sont assez durs, assez rudes. Il fait nuit presque toute la journée, ouais, toujours nuit. Mais depuis 2017, la ville de Stockholm a également initié un travail pour justement rendre l'espace public plus accueillante aussi les mois de l'hiver. Donc, ils travaillent beaucoup ils font du coup des piétonnisations d'hiver et ils travaillent du coup beaucoup sur les assises, mais vraiment de rendre le cadre plus cosy, plus accueillante, mais aussi beaucoup sur le sentiment de sécurité. Donc, la question de l'éclairage devient encore plus importante. Et du coup, ces projets, qu'est-ce qu'on a appris? Déjà que ces projets, donc ces piétonnisations temporaires peuvent être mises en place une par une. Et si on commence par une rue, ça permet aussi de la collectivité d'apprendre quelles sont les méthodes à mettre en place. Mais ça permet aussi de donner aux habitants des exemples de quoi ça peut ressembler une rue d'été. Ça peut aussi inciter d'autres quartiers de mieux l'accepter ou même peut-être réclamer ce genre d'initiative. L'importance aussi avec le dialogue avec les habitants, les commerçants, si c'est une rue commerçante, euh, les livreurs, etc. Donc vraiment intégrer tout le monde dans la boucle. Euh, Un avantage, c'est aussi les aménagements tactiques qui fait que c'est un projet qui est assez rapide à mettre en place. Ça coûte pas très cher. Ce qu'ils ont fait à Stockholm aussi, c'est qu'ils ont développé une charte pour les aménagements tactiques. Donc, ils ont quand même une cohérence. Et après, ils réutilisent ces mêmes aménagements année après l'année. C'est une opportunité à tester des nouvelles configurations de l'espace public aussi. C'est important de l'évaluer ensuite pour du coup comprendre qu'est-ce qu'il faut modifier. Mais cette évaluation peut aussi servir pour ensuite avoir des arguments pour convaincre, par exemple, des élus de pouvoir reconduire ces mêmes projets l'année prochaine. Donc, si on peut évaluer par exemple, le pourcentage des usagers qui ont apprécié les initiatives, aussi le faire vers les commerçants, etc. Et à Stockholm, ce qu'ils voient aussi, c'est qu'après quelques années, souvent, les rues temporairement piétonnisées sont pérennisées, donc piétonnisées toute l'année, parce que c'est souvent une demande des usagers et des habitants. Et le deuxième thématique, ici, du coup, il y a des actions qui demandent une réflexion sur une échelle plus large. Souvent, ça demande aussi un soutien politique un peu plus important, un budget, ça peut demander aussi plus de temps. Une action qui a été présentée par de nombreux acteurs et qui j'ai vu aussi passer dans le chat, c'est justement l'importance avec l'apaisement de la ville pour développer la marche. Euh, Également, la réflexion autour de développer un réseau piéton structurante, un peu comme on peut avoir pour le réseau de transport en commun, pour le vélo, de vraiment penser un réseau qui rend la marche déjà efficace, attractive, sécurisante, mais aussi de travailler sur la lisibilité de l'espace public et justement
une cité, une signalétique piétonne, où, comme disait Léa aussi tout à l'heure, il n'y a pas seulement la distance qui est indiquée, mais aussi le temps de déplacement. Et du coup, on va rentrer un peu plus dans le détail d'un projet ou d'un exemple de la ville de Bruxelles, où Bruxelles Mobilité a, dans leur plan mobilité régionale, hiérarchisé les itinéraires de la ville et ils ont identifié un réseau piéton en 4 niveaux, selon du coup l'importance dans la ville. Et du coup, cette importance est identifiée selon le flux piéton, mais également son localisation stratégique de la ville. Et du coup, ces différents niveaux ont également des caractéristiques spécifiques pour justement offrir aux piétons un confort qui du coup convient aussi avec le niveau dans ce réseau-là. Donc, le niveau le plus important, ce sont des magistrales piétonnes. C'est aussi qu'en France, il y en a à Strasbourg. Peut-être il y a aussi d'autres villes qui ont des magistrales piétonnes. Et vous voyez du coup sur l'image un exemple de Bruxelles d'une magistrale piétonne. Et du coup, c'est vraiment dans l'ambition de créer un cadre le plus agréable, efficace, sécurisant, confortable pour les piétons. Donc vous voyez, pour ces axes, il faut vraiment qu'il y ait un grand espace. S'il y a un trottoir, il faut que ça mesure au moins 5 mètres. Vous voyez aussi qu'il y a toute une réflexion autour du revêtement, de la végétalisation. Il y a une réflexion autour des piétons qui sont en mouvement, du coup, qui se déplacent, mais aussi comment est-ce qu'on peut rester immobile dans l'espace public avec des bancs, vraiment pour créer un cadre où on a envie d'à la fois marcher, mais aussi de rester immobile. Et les apprentissages, sont que justement d'intégrer du coup cette hiérarchisation et le réseau piéton dans l'hiérarchisation de réseau de tous les modes de déplacement. Ça permet d'identifier quand on fait des nouveaux aménagements, quels sont les modes de déplacement qu'il faut prioriser. Donc, quel espace est-ce qu'on a besoin de donner aux différents modes de déplacement? Donc, ça peut, par exemple, inciter, si c'est un axe structurant pour les piétons, de justement donner plus de place et effectivement trouver une autre solution pour d'autres modes de déplacement. Une difficulté qui a quand même été exprimée, c'est quand du coup on se retrouve sur un axe où il y a plusieurs modes de déplacement qui sont prioritaires, qu'est-ce qu'on fait? Et effectivement, du coup, là, il faut quand même essayer de trouver une solution qui permet à tous les usagers d'avoir une possibilité de se déplacer et du coup, c'est un arbitrage à faire. Aussi de développer ces axes prioritaires, c'est vraiment une façon de montrer que la marche, c'est un sujet politique, c'est un sujet prioritaire et ça peut aussi être une mode de déplacement à part entière. Le troisième grande thématique qu'on a pu identifier, c'est la communication et et la pédagogie pour favoriser la mobilité piétonne. Déjà, on peut se demander pourquoi est-ce que c'est important et ce qu'on a entendu lors de ces échanges, c'est vraiment que ça peut être une façon d'inciter à la pratique à pied. Si on communique, par exemple, sur les bienfaits de santé pour les individus, mais aussi pour la société. Ça peut également être une façon d'inciter les habitants à s'engager pour améliorer la situation des piétons. Par exemple, en communiquant sur des projets en cours, comment justement les habitants peuvent aussi s'exprimer, être intégrés dans la réflexion, les défis de la ville, etc. Donc, vraiment communiquer sur les projets en cours et les façons de s'intégrer là étant habitant. C'est aussi, bien sûr, une façon de montrer que c'est un sujet prioritaire. Pourtant, on a pu identifier assez peu d'exemples sur la communication en faveur de la marche et il y a 2 raisons, ou 2 explications qu'on a pu identifier. Donc une première, c'est que souvent des interventions piétons, ce sont des petites interventions qui améliorent la vie de tous les jours, des piétons. Donc ça peut être, d'améliorer l'éclairage, installer des bancs, élargir des trottoirs et cetera.
Et ça rejoint un peu ce qu'il disait, elle disait Léa tout à l'heure, que ces aménagements ne sont pas forcément vus comme assez extraordinaires pour communiquer là-dessus. Et du coup, pour ça, on ne communique pas. Et la conséquence, c'est qu'il y a un risque du coup que les usagers, les piétons, ne se rendent pas compte qu'il y a des qui sont menés pour favoriser la marche, vu qu'il n'y a pas de communication là-dessus. Euh, une autre explication du coup pour ces manques de communication, qui a été exprimé par plusieurs collectivités, c'est justement qu'il y a un manque d'intérêt par les citoyens sur le sujet de la mobilité piétonne. Donc, que les piétons demandent rarement des aménagements, des services de qualité, qu'on peut voir plus, du coup, dans des associations cyclistes qui sont plus mobilisées justement pour faire ces demandes-là, vers ces collectivités. Et justement, d'avoir des demandes de citoyens pour améliorer la situation des piétons, ça peut aussi être une façon de justifier pour ces élus, par exemple, d'avoir plus de budget ou plus de temps pour investir, du coup, pour améliorer la marchabilité. Donc, d'avoir ces demandes des citoyens, ça peut être un outil pour améliorer la marche. Et du coup, le risque, c'est que s'il y a un manque de communication sur le sujet, il va y avoir un manque d'engagement et du coup, un manque de moyens. Donc, on a pu identifier quand même 3 exemples qui nous semblent intéressants à vous présenter. Euh, et comme je disais tout à l'heure, on a eu du mal à trouver des exemples. Donc, si vous en avez, soit de votre territoire ou d'un autre territoire, n'hésitez pas de nous le communiquer dans le chat. Donc, celle-ci, c'est comment moderniser l'image de la marche. Donc, c'est une vidéo de communication qui a été développée par Bruxelles Mobilité qui s'appelle Les Pieds. Donc, ils se sont inspirés de comment travailler sur le développement des produits et comment vendre des produits. Et le produit qu'ils vendent, c'est les pieds. Donc, c'est vraiment pour moderniser l'image de la marche. Si vous ne l'avez pas encore regardé, je vous incite vraiment de le regarder. Il est très drôle. On a aussi la ville de Paris qui a présenté en juillet 2023 un document pédagogique sur le code de la rue. Donc ça, c'est un document qui présente à la fois plusieurs actions qui vont mettre en place, qui sont mises en place, avec l'objectif aussi de sensibiliser le grand public sur leurs droits, mais aussi les responsabilités dans l'espace public. Justement pour améliorer la cohabitation entre différentes modes. J'ai vu aussi que la responsable de la mobilité piétonne était présente dans ce webinaire. Donc, si vous voulez aussi détailler ou donner encore plus de détails, n'hésitez pas de transmettre ça dans le chat. Un troisième exemple, c'est la ville du Gand qui a développé une carte de la ville sur les réseaux piétons un peu de même façon qu'on peut voir du coup à Pontevedra ou aussi à, à Ballard qui présentait aussi Léa tout à l'heure. Donc, c'est vraiment une carte sous forme de métro minuto où, du coup, les grands itinéraires piétons sont présentés avec, du coup, le temps de distance pardon, le temps de déplacement et pas distance présenté sur cette carte. Donc, ils ont créé cette carte-là, ils l'ont imprimée sous format papier. Et du coup, sur un côté, il y a la carte, mais sur le deuxième côté, il y a les 10 actions qui sont présentées dans leur plan piéton. Donc, cette carte-là va être distribuée dans tous les boîtes à lettres de centre-ville. Et l'idée, c'est vraiment du coup de à la fois communiquer sur l'intérêt de la marche avec cette carte, mais aussi sur l'autre côté, toutes les actions qui vont être mises en place pour favoriser la mobilité piétonne, qui peut aussi du coup inciter les usagers aussi de voir les actions qui sont mises en place et être au courant de ce qui est en cours au niveau des projets de la collectivité. Et le quatrième thématique, c'est comment développer une expertise sur la marche. Donc ici, c'est vraiment l'idée que pour réellement améliorer la situation pour les piétons, il n'y a pas seulement la personne ou les personnes responsables sur la mobilité piétonne qui ont besoin d'avoir une compétence sur le sujet, mais comme Léa disait tout à l'heure, c'est vraiment un sujet très transversal. Donc, il y a une importance que tous les services, tous les acteurs qui travaillent sur ces sujets-là ont une expertise sur le sujet. Euh,
Et la deuxième action, c'est plus autour de la création des données. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui peut être important pour mieux connaître son territoire. Du coup, comment est-ce qu'on peut développer des données? Quelles sont les méthodes déjà du coup pour créer ces données-là, mais aussi quelles sont les méthodes d'analyse pour ensuite du coup comprendre qu'est-ce que ça les reflète sur son territoire. Et le troisième, ça revient encore à la question de l'expérimentation, parce que ça a été présenté comme une méthode intéressante pour apprendre, mais aussi faire ensemble, du coup aussi intégrer les citoyens dans la réflexion de la ville. On revient à Stockholm, là où ils sont dans leur plan piéton, développer toute une action sur la question de montée en compétence sur le sujet de la mobilité piétonne. Donc déjà, il met en place des formations, des ateliers en interne sur les différentes thématiques en lien avec la marche, justement pour que tous les services puissent monter en compétences. Il s'interroge aussi en continu sur les processus qu'ils utilisent et justement quelle est la place de la marche et comment est-ce que la marche peut avoir une place plus importante. Et ensuite, ils ont une méthode pour évaluer leur projet, pour justement apprendre de ses erreurs. C'est quoi qui a bien fonctionné, c'est quoi qui a moins bien fonctionné. Et ensuite, il met en place des ateliers de transmission d'apprentissage, justement pour que ces erreurs ne soient pas dupliquées dans d'autres projets, mais justement que ces apprentissages-là sont transmis au sein de leur collectivité. Et ce qu'ils ont pu apprendre, c'est que d'échanger sur ces sujets, de créer c'est un moment de montée en compétence, c'est aussi une façon de sensibiliser sur l'intérêt de travailler sur le sujet de la marche et aussi une façon de faire comprendre que c'est un sujet qui doit être défendu, pas seulement par les services mobilité ou voirie ou la personne responsable pour le sujet, mais aussi au sein de les espaces verts, culture, éducation, etc. Donc, c'est vraiment un sujet très transversal qui doit du coup être intégré dans la réflexion des plusieurs services que celle d'uniquement l'espace public. Euh, Ça, c'était les 4 grandes thématiques. Je ne sais pas s'il y a eu des questions sur ces sujets. Si c'est le cas, on peut les répondre maintenant. Alors, il n'y a pas eu de questions spécifiques, non, il y a eu toujours quelques échanges sur la question de l'accessibilité. Abel Guggenheim a partagé un article du Parisien sur le test des ascenseurs à Paris, dont 22 ne fonctionnaient pas. Donc, l'entretien, c'est effectivement un très gros sujet. Euh, et Julien Ebulis a partagé la vidéo des pieds. Merci. Et Chiara Wilner s'est présentée donc, en tant que personne en charge de la stratégie piétonne pour la ville de Paris. Mais sinon, on n'a pas eu de questions spécifiques sur ce que tu as présenté. D'accord. Et nous, ce qu'on se demandait, vu que nous, on travaille aussi sur la formation, et si on revient sur l'exemple de Stockholm, où dans leur plan piéton, la question de monter en compétence était vraiment identifiée comme une action de leur plan piéton. On se demandait, est-ce que vous, dans votre territoire, est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous travaillez? Donc, la montée en compétence en interne sur le sujet, ça peut être sur la marche ou le vélo. Si c'est le cas, comment est-ce que vous travaillez là-dessus? Si c'est pas le cas, est-ce que vous avez une idée d'explication pourquoi c'est pas le cas? Je vois qu'il y a une question, comment est-ce que vous êtes arrivé à ces 4 conclusions? Donc ça a été un travail de discussion, d'essayer d'identifier quelles sont toutes les actions qui ont été présentées lors de cet entretien. Comme je disais avant, on a posé la question, quelles sont les 3 actions clés? Donc, nos interlocuteurs n'ont pas pu présenter toutes les actions qu'ils mettent en place, mais justement celles qui leur paraissent les plus importantes. Et après, du coup, on a structuré l'étude euh, pour essayer de prendre en compte et créer du coup ces grandes thématiques autour des actions. Donc, ça a été un travail de réflexion qui, comme je disais aussi tout à l'heure, ensuite a été relu par les personnes avec qui on a échangé initialement.
sais pas s'il y a des réactions, mais sinon peut-être, est-ce que vous voyez, sinon peut-être des thématiques ou des actions qui ne rentraient pas dans cette thématique-là, qui vous pensez, du coup manquent dans l'étude, que vous voyez soit dans votre territoire que, vous mettez en place ou dans d'autres territoires? Là, je vois du coup une réponse de Chiara sur la concertation, ou concernant la formation en interne, que c'est aussi un enjeu qui a été identifié dans la stratégie piétonne à Paris, qui est en cours d'élaboration. Donc, on a hâte du coup, de comprendre comment vous allez développer cela. Et aussi à Dunkerque, nous avons lancé l'élaboration d'un plan marche. Nous avons lancé un questionnaire auprès des habitants avec 1400 réponses en cours d'analyse, qui sera une bonne base pour prioriser les actions. D'accord, et avec l'objectif de l'adopter en mi-2024. Et du coup, les actions mentionnées par l'ADMA correspondent aux pistes de travail envisagées. Très bien, c'est super intéressant du coup d'avoir effectivement interrogé les citoyens pour justement identifier quelles sont les actions clés à mettre en place. Oui, les mesures de limitation et apaisement de la circulation automobile sont aussi essentielles. Ça, c'était effectivement une action qui a été identifiée. C'était dans le deuxième thématique, donc les stratégies pour aller encore plus loin. Et c'était vraiment quelque chose qui a été présenté par, je ne sais pas si c'était tous les interlocuteurs, mais un grand nombre, c'est sûr. Et c'est important à travailler là-dessus. Et après, il y a du coup un exemple de communication, d'événements temporaires. Euh, super, de la route des vins en fait. C'est top. Euh, il y a une question, donc l'ADMA propose des études et des formations concernant les piétons et le vélo. Pensez-vous également intégrer les mobilités douces électriques au sein de vos travaux, trottinettes, Giroroux et skates? Nous travaillons vraiment sur le sujet de la mobilité active. Du coup, on travaille sur la marche et le vélo. On travaille également sur le vélo électrique, vu que c'est quand même vu comme la mobilité active. Sinon, sur les autres mobilités douces électriques, on ne travaille pas en ce moment et je ne pense pas non plus qu'on a prévu de le faire. Ouais, l'un des sujets qui ressort, c'est la difficulté de cohabitation entre les trottinettes avec les trottinettes électriques. Je suis intéressée par toutes ces questions sur le sujet. Oui, ça, je comprends bien. Nous, on a choisi de ne pas les traiter. Après, effectivement, on travaille quand même sur la cohabitation de tous les usagers dans l'espace public. Et là, le sujet, ce sont aussi des usagers de l'espace public, donc ça fait partie. Mais on n'a pas de travaux spécifiques sur les trottinettes électriques. Mais encore une fois, s'il y a quelqu'un d'autre qui a des initiatives intéressantes à partager, du coup, plutôt sur la cohabitation avec les trottinettes électriques, n'hésite pas de le mettre dans le chat. Il y a aussi une question de compétences non, car autant sur les aménagements cyclables, les SPCI peuvent assurer des aménagements, autant pour les piétons, c'est plus complexe, car les aménagements sont essentiels internes aux communes. Je parle territoire ruraux. Oui, tout à fait. Si ce sont sur des voies communales, c'est souvent des compétences des collectivités. Et je pense effectivement que là, il y a, nous, ce qu'on a identifié en tout cas, c'est qu'il y a une question des aménagements, de connaître aussi comment planifier des villes et des territoires mieux adaptés, pas uniquement pour une circulation automobile, mais pour tous ces usagers, pour la mobilité active. Et effectivement, je pense que là, il y a un sujet de connaître aussi comment est-ce qu'on planifie pour ces usagers aussi. Une question à vous. Dans vos études, quoi constituent des arguments pour l'intérêt des modes actifs pour la santé? Oui, on a une étude qui a été écrite sur le sujet. Je ne sais pas si tu as la possibilité peut-être de sortir le nom de l'étude comme ça. Vous pouvez aller sur le site et vous allez trouver
l'étude Ouais. plus facilement? Je vais vous trouver ça, je le mettrai dans le chat. Merci beaucoup. Et encore une fois, on a un petit problème d'envoyer des liens. C'est pour ça que je vous envoie le nom de l'étude. Comme ça, vous pouvez le trouver quand même sur le site. Et la ville de Meylan, commune proche de Grenoble, a réalisé un sondage mobilité auprès de ses habitants. Sentiment d'insécurité, situation de chute, cohabitation avec les autres modes, qui a été croisé avec un diagnostic piéton réalisé par Yamo, c'est peut-être une bureau d'études, pour mieux cibler les points noirs et dégager les meilleurs aménagements voiries. Bah, ça, c'est super intéressant. Et ça, du coup, c'est quelque chose qu'on a vu quand on parlait de comment identifier les points à traiter. Justement, d'intégrer les citoyens dans ces réflexions-là, vu qu'eux, ils sont quand même des experts de leur territoire, de mettre en avant l'expertise d'usage, l'expertise d'usager. Donc, c'est super intéressant de voir que c'est aussi quelque chose qui est utilisé du coup par plusieurs communes. Avez-vous trouvé beaucoup d'autres études sur la marche spécifiquement? Il y a quand même plusieurs études qui sont sorties durant 2023. Je pense à l'étude de Monono sur la marche. Sinon, il y a le CRMA qui a plusieurs articles déjà articles sur la marche, mais aussi plusieurs productions sur le sujet. Euh, Léa, si tu as d'autres études des études en tête. Non, alors il y a beaucoup de choses évidemment, enfin beaucoup de choses. Il y a un certain nombre de choses qui se font dans le monde de la recherche également, si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, mais je pense effectivement que l'étude récente de la marche, j'étais en train de vous la chercher, je vais vous mettre le lien dans le chat. C'est un outil très intéressant avec beaucoup d'exemples et assez opérationnel. Et puis bien sûr, le CEREMA toujours est effectivement assez actif sur le sujet aussi. Et je pense aussi, je veux passer le nom de Sonia Lavaligno, qui fait quand même aussi beaucoup elle écrit beaucoup sur le sujet, elle a beaucoup de réflexions autour des différents concepts, etc. Donc ça peut être une ressource intéressante. Il y a aussi quelqu'un dont nous on parle dans nos formations, qui est Jon Gill, je peux écrire son nom dans le chat, qui est une urbaniste architecte danoise qui a beaucoup réfléchi autour des sujets de la mobilité ou la ville à l'échelle humaine. Mais du coup, ce sont des concepts assez larges, plus autour d'approches, effectivement, comment créer une ville qui est plus humain, qui incite du coup à la marche, au vélo, etc. Je ne sais pas, Léa, si on peut peut-être poursuivre pour la présentation de dernière étude. Oui, tout à fait, pour pouvoir vous libérer bien à l'heure. Alors, je vais vous repartager mon écran. Et déjà, merci beaucoup pour tous vos messages dans le chat. C'est super intéressant, tous les projets qui sont en cours sur le sujet. Je pense effectivement d'échanger et de partager nos connaissances, nos expériences. C'est aussi une façon de encore plus faire avancer le sujet. Merci beaucoup. Donc, je vais vous présenter la dernière production qu'on voulait vous présenter. Donc, c'est un article qui s'appelle Les acteurs de la marche, qui nous a été commandé pour la revue Transport urbain, qui n'est, je crois, pas encore paru, mais qui va paraître dans les prochains mois. Donc, nous, on en a tiré alors un format de fiche, donc vous pouvez le retrouver dans la section fiche thématique de notre site. C'est un article assez court qui fait 6 pages. Et l'idée, c'est qu'on a essayé de voir quels sont aujourd'hui les acteurs dans la poursuite de nos études, quels sont les acteurs qui ont une action sur la marche. Donc les acteurs qui vraiment s'intéressent au cœur du sujet, mais aussi peut-être ceux qui gravitent autour du sujet. Et vous y trouverez, alors si ça vous intéresse, vous y trouverez 2 infographies, notamment une première infographie à gauche, donc qui est une chronologie que je ne vais pas vous présenter là aujourd'hui, mais on a essayé d'identifier sur 3 lignes différentes. Donc vous voyez en bleu
en jaune et en rouge, les initiatives associatives en rouge sur la ligne du bas, les évolutions du code de la route en bleu, et puis les autres initiatives étatiques. Et donc là, on a notamment recensé le plan vélo et marche qui vient de sortir en 2023. Donc l'idée, c'est de pouvoir mettre en regard un peu sur un même format ce qui s'est passé depuis la création du Comité national des santé de grande randonnée, qui est l'ancêtre de la Fédération française de randonnée actuelle, recenser un peu tout ce qui s'est passé au niveau associatif, institutionnel, et puis les évolutions du code de la route et du code de la rue. Donc ça, c'est pour la première infographie. La deuxième, c'est vraiment à droite, une infographie sur les acteurs de la marche. On a essayé de synthétiser un peu toutes les personnes qui agissent dans ce secteur-là. Donc on retrouve à la fois les associations qui œuvrent en faveur de la marche spécifiquement, donc Place aux piétons, la Fédération française de randonnée, Rue de l'Avenir, 60 millions de piétons, les associations spécifiques sur des sujets de personnes à mobilité réduite, mais également donc, les représentants de décideurs, certains acteurs privés qui produisent vraiment des contenus spécifiques à la marche, les acteurs institutionnels évidemment, et puis également les acteurs universitaires, et puis on a intégré les associations qui intègrent dans leur objet la marche, donc les associations de parents d'élèves, de lutte contre la pollution, les associations vélo, on en parlait tout à l'heure, mais qui s'intéressent aussi de plus en plus au sujet de la cohabitation avec les autres usagers, et notamment avec les piétons, les conseils de quartier, les associations en faveur du climat éventuellement. Donc voilà pour cet article qui est déjà apparu sur notre site. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions spécifiques. On peut prendre des questions sur cet article ou des questions plus largement sur le webinaire. Je peux arrêter de projeter, je ne vois pas s'il y a des questions qui sont apparues dans le chat. Non, vous n'avez pas d'air. Je n'ai pas vu des questions apparaître dans le chat. Merci beaucoup. Donc, c'est toujours au sujet du gérontopole. Merci beaucoup pour ce retour. Effectivement, ça peut être un projet à suivre, je pense, pour faire le lien avec le sujet de la santé et des personnes âgées, effectivement. Et du coup, je vois que si jamais on a envie de participer dans cette colloque-là, on peut envoyer une mail le- à Niels et le mail est aussi dans le chat. Du coup, s'il n'y a pas d'autres questions qui apparaissent dans le chat, je propose qu'on poursuit. Hop. Est-ce que vous voyez bien mon écran là? Oui, ça fonctionne. Très bien. Donc, on s'est dit avec Léa pour conclure cette webinaire, c'était intéressant de parler très rapidement de la suite de l'ADMA parce que l'ADMA va, à partir de maintenant, être reportée à 100% de la FUB, donc la Fédération des usagers de la bicyclette. Et on va toujours continuer à travailler sur le même sujet comme on a fait ces deux années précédentes, donc la mobilité active. Donc, on va continuer à travailler sur la mobilité à vélo, la mobilité piétonne. Moi, je vais être chargée de la mobilité piétonne, mais aussi la cohabitation entre piétons et cyclistes. Donc, si jamais vous avez des questions autour de ces sujets-là, si vous travaillez sur des projets inspirants que vous voulez partager, etc., n'hésitez pas de me contacter. Et vous avez mon mail sur l'écran. Et on a aussi parlé de territoire peu dense. Et sur ces sujets-là, il y a ma collègue Fanny Bélanger-Lemay qui est référent. Donc, si vous savez plutôt des questions sur les territoires peu denses, vous pouvez aussi contacter Fanny. Et en ce moment, nous sommes en train de préparer
notre catalogue de formation pour 2024 qui va être présenté fin de l'année 2023. Donc à partir de 2024, vous pouvez vous inscrire dans nos formations. Donc si vous voulez nous transmettre des informations avant, avant du coup qu'on termine ces catalogues de formation, n'hésite pas et comme ça on va essayer de le prendre en compte. Je ne sais pas s'il y a autre chose à dire. Léa, il en reste toujours un peu de temps si vous avez des questions qui restent, si cela vous avez évoqué des questions. Mais sinon, je pense qu'on peut dire aussi bah, merci beaucoup pour votre participation. Et j'espère que vous avez appris des choses. J'espère que vous avez envie de lire les études plus en détail et que cela vous sera utile aussi pour développer la mobilité piétonne dans votre territoire. Merci beaucoup à vous tous et toutes pour la participation et pour toutes les questions. Oui, merci beaucoup.